Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau portrait d'espace sur votre podcast spatial favori, Odyssée. Ce soir, nous sommes avec William Rapin. Bonsoir William. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et alors déjà, une première question comme ça d'emblée, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît ? Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle William Rapin. Je suis chercheur au CNRS et spécialiste de Mars. Donc, j'étudie en particulier la planétologie, l'étude des planètes, et je me suis spécialisé sur Mars. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi consiste ton travail ? C'est quoi un petit peu une journée type finalement quand on étudie la planétologie, notamment de Mars ? Une journée type, ça dépend de votre planète. Disons qu'il y a des planètes qui sont accessibles, pour lesquelles on a des robots en activité à la surface. On a la chance d'être dans une époque comme ça. Il y en a d'autres qui sont plus lointaines. Il y en a même qui sont extrêmement lointaines, autour, même on parle d'exoplanètes. Et ça va vraiment dépendre de tout ça. Si vous travaillez sur des exoplanètes, alors les programmes d'observation, ils vont être très longs. Il va falloir faire appel à des télescopes spatiaux, des télescopes terrestres, attendre des mois, voire des années qu'une observation passe. Si vous êtes dans la banlieue du système solaire, dans les grandes planètes de gaz, il y a quelques missions qui vont aller là-bas, mais l'interaction avec ces missions est longue, donc on va planifier des passages. On s'est posé très peu là-bas, on n'a fait que survoler. Et puis si vous êtes dans les planètes internes, Mars est la plus accessible, celle sur laquelle je travaille, et c'est quasiment tous les jours. C'est-à-dire tous les jours. Alors on essaie de se calmer un peu parce qu'en termes de ressources humaines, c'est compliqué de faire travailler tout le monde tous les jours. Donc le week-end, les robots, ils font leur week-end. On leur donne du travail, mais ils ne nous toquent pas. Et donc voilà, on découvre tous les jours en avançant à la surface. Et du coup, avant de poser les yeux sur Mars un petit peu, ça a été quoi ton parcours depuis l'école ? Alors mon parcours, disons que ça a commencé, je pense, au lycée. Un des souvenirs, c'est pas vrai, avant, c'est vrai que quand on est petit, on apprend ces choses-là, qu'il y a des planètes, qu'on peut les connaître, qu'on peut les observer avec un télescope. Ma maman m'avait amené à un rendez-vous d'astronome amateur, et là j'avais vu Mars avec ses calottes, et là j'ai compris qu'en fait c'était visible, ces choses-là, c'était pas juste abstrait. Mais après, du temps a passé, moi j'aimais bien tout, les sciences, les arts, j'avais pas de... Puis au lycée, on a posé Huygens sur Titan. Et quand j'ai compris ce qu'il y avait derrière cette image, et l'odyssée que ça représentait d'aller là-bas, et la surprise aussi de cette image, qui a surpris pas que moi, petit lycéen, mais tous les chercheurs qui travaillent sur cette mission, j'ai compris qu'en fait on avait des choses à apprendre en fait là-bas. Et des choses qui allaient nous surprendre. C'est la même racine, apprendre, surprendre. Et donc je me suis dit, ça là j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Je me suis pas dit que ça allait marcher, que j'allais faire ça, c'est bon de ma vie, parce qu'il y a plein de choses intéressantes, mais ça là, ça a commencé à me tiquer. Et donc après le lycée, je savais pas trop quoi faire. Je me suis inscrit en école d'archi, je me suis inscrit en unité informatique, en école d'art appliqué, parce que j'adorais dessiner. Et en prépa, parce qu'un gars dans un bus un jour m'a dit, mais tu sais, tu peux t'inscrire en prépa, parce que si la prépa ça te plaît pas, tu pourras toujours revenir après une année de prépa ailleurs. Mais j'avais pas de très bons résultats au lycée, donc j'ai un peu tout essayé. Et en fait, les arts appliqués, je m'étais pas pris à la bonne date, donc j'avais raté la date. Et puis la prépa, j'ai été pris. Ce gars dans le bus m'a vraiment convaincu d'y aller. Donc en fait, cette personne, peut-être je la retrouverai un jour, mais je sais pas, peut-être pas. Et grâce à elle, voilà, j'ai fait. Et ça s'est bien passé en prépa. Tout d'un coup, je me suis mis à devenir bon parce que les profs m'ont vraiment incité. J'ai surtout prof de physique, prof de maths. Et ça s'est assez bien passé. Donc j'ai eu des bonnes notes. Et après, en arrivant à la fin de prépa, ça m'a emmené en école d'ingénieur, où là, il y avait une portée dans l'espace aérien. Donc j'ai atterri à Toulouse à Super-Héros. Et même si j'aimais beaucoup, j'avais une fascination quand même pour les machines, les avions, les engins spatiaux. Mais je restais quand même attiré par qu'est-ce qu'on allait apprendre grâce à ces choses-là. Et donc à la fin de l'école, quand on m'a proposé de faire des avions ou des missiles, bien que je conçois l'utiliser ces deux choses, j'ai dit je veux continuer d'étudier les astres. Donc j'ai fait un master d'astrophysique. Et j'ai rencontré un de mes profs qui posait un instrument sur Mars. Et donc ce gars-là, on a parlé, il m'a dit viens faire un stage chez nous. Puis le stage s'est bien passé, là il fallait rentrer en compétition pour avoir une thèse. Et donc c'était un peu dur, il y a une thèse qui tombait au moment où ce machin arrivait sur Mars, donc il y avait quand même pas mal de gens intéressés, mais ça l'a fait quoi. Donc j'ai commencé cette thèse au moment où le robot allait sur Mars, donc c'était un peu royal et un timing très bon quoi. Et mon côté ingénieur a beaucoup servi parce que c'était un nouvel type d'instrument, il fallait comprendre comment l'instrument fonctionnait. Et les ponts de géologues, qui étaient certes très bons pour comprendre déjà ce qu'on savait, ils étaient à la pointe de ce qu'on savait de Mars.
c'est-à-dire peu de choses, mais ces gens-là représentent comme le tout. Toi, quand tu arrives avec tes petits, tu connais pas la géologie, se faire une place, c'est compliqué. Et en fait, le fait de connaître parfaitement l'instrument m'a extraordinairement servi, parce que j'ai pu étalonner la mesure de l'hydrogène, comprendre qu'il y avait de l'eau, et où était cette eau sur Mars, dans quels minéraux. Et ça a apporté quelque chose d'extrêmement nouveau. Et j'ai suivi le fil de l'histoire géologique de cette eau. Et c'est ça qui m'a un peu propulsé vers la géologie. Donc ensuite, j'ai continué après la thèse, j'ai fait un postdoc. Je suis allé apprendre de la géologie plus profondément, encore plus, quoi, là où on pouvait le faire, à Pasadena, aux États-Unis, à Caltech, parce que c'est historiquement là que les robots martiens sont construits. Et ça s'est bien passé. On continuait de découvrir des choses sur Mars. Inch'Allah, le robot, il continuait de rouler, quoi. Et il roulait de plus en plus loin et dans des endroits inattendus. Donc on a fini par découvrir des choses que personne ne s'attendait, personne ne pouvait prédire, en fait, tout ça. Et donc quand on suit le fil de ces découvertes, on peut mettre la main sur des choses importantes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc de fil en aiguille, j'ai pu construire un dossier de recherche qui a plu au CNRS. Et finalement, ça m'a permis de devenir chercheur. Alors, j'ai une question bonus qui est, pour tous les fans de Big Bang Theory qui se reconnaîtront peut-être, dont moi qui est un peu plongé dans la science grâce à ça, Sheldon Cooper dit que la géologie n'est pas une vraie science. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça ? Ah, ça c'est une bonne question. C'est une sorte de fissure qui s'est créée il y a longtemps. Je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que la géologie et les sciences naturelles, c'est avant tout des sciences qui sont dans la gestion de la diversité du vivant. C'est-à-dire que leur observable, c'est la diversité. Là où des théories cartésiennes, presque liées des mathématiques, il y a une sorte de hiérarchie qui vient du 19e siècle qui place les mathématiques au-dessus de toutes les sciences, desquelles découle la physique, qui sont déjà des mathématiques sales. Et on comprend qu'en fait, mais ça vient de l'essentialisme. Ça vient qu'on prête une essence aux choses et on pense encore, mais ça c'est toute l'histoire des sciences qu'il faudrait parler, qu'il y a une essence théorique qui peut exister et justifier l'existence des choses. Donc on a trouvé les ellipses pour les trajectoires des planètes, etc. Mais plus on regarde en détail, moins les choses dans les détails, les théories ont quand même leurs limites et elles finissent par fonctionner sur les bords. Et les choses deviennent tellement complexes quand on les regarde en détail qu'au final, on n'en est plus à l'essentialisme. Maintenant, on est au pragmatisme, en fait. Et les sciences naturelles ont un rôle de premier plan à jouer dans la gestion de la diversité. Et donc maintenant, on est bien embêté, les mathématiciens seraient bien embêtés d'expliquer la nature des roches qu'on trouve avec le robot Curiosity, parce que pourtant, elles ont des choses essentielles, c'est vraiment l'ironie du sort, à nous apprendre sur nos origines. Et alors du coup, comment t'imagines pour toi la suite dans le spatial dans les 5 à 10 prochaines années ? Alors c'est marrant, chaque décennie est particulière dans le spatial, parce qu'il y a énormément de géopolitique en fond de tout ça. Et je dirais qu'à chaque époque, je vois la noblesse de notre métier, c'est d'arriver à convertir ces forces géopolitiques en connaissances qui peuvent être utiles à l'humanité, qui nous permettent de nous projeter, en fait. Donc, dans les 5-10 prochaines années, actuellement, on le voit, il y a des tensions aujourd'hui dans le monde, il y a des blocs qui sont en train de se construire. On ne peut pas le nier maintenant. Et donc, il y a une compétition entre la Chine et les États-Unis. Ça polarise les deux pays. En fait, finalement, paradoxalement, ça favorise l'exploration planétaire. Donc, les 5-10 prochaines années sont en fait assez riches. Même si pour le reste du monde, c'est compliqué. On a cette espèce d'effervescence de la compétition entre deux grandes puissances qui nous donne l'argent. Mais c'est à nous, en fait, de convertir ça en mission utile. On n'a pas envie de faire n'importe quoi. Moi, je pense qu'on a vraiment un devoir moral d'explorer l'espace dans des conditions qui bénéficient à l'humanité. Tu le dis, du coup, le spatial sera un domaine très riche encore dans 5-10 ans à venir. Quel serait, selon toi, le conseil que tu pourrais donner à des jeunes qui hésiteraient à se lancer dans une carrière dans le spatial parce qu'ils se disent que c'est trop compliqué ou inaccessible ? Qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, moi, je suis chercheur dans planétologue, donc je ne connais pas tous les tenants, mais ce que je vois, en tout cas, c'est un domaine où il se passe énormément de choses. Et en même temps, c'est un domaine aussi qui n'est pas aussi rapide que d'autres domaines. Par exemple, les domaines de technologie de l'information, Internet. Maintenant, tout ça peut-être va fusionner, mais dans le spatial, il y a aussi besoin de solutions robustes. Il y a une sorte de combiné entre des hautes technologies, mais quand on met quelque chose dans l'espace, on place tellement d'énergie dans cette chose
qu'on a besoin qu'elles soient fiables. Et moi, j'aime ce côté-là, en fait, presque, de faire des technologies presque pérennes. Parce que c'est ça quand on travaille dans des technologies spatiales, on utilise souvent du robuste. Et en fait, je pense qu'on revient beaucoup à ça, à faire des choses plus durables, qui ont un impact long. On est forcé à penser les choses long terme, souvent, dans le spatial. Et en fait, c'est quelque chose qui a de la valeur, et qui en a depuis longtemps, Donc c'est un domaine on a l'impression que la technologie évolue moins vite. Mais en fait, je trouve que ça a beaucoup de mérite vis-à-vis de notre maturité technologique, de savoir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui peut durer. Et donc, rien que de ce point de vue-là, voilà, c'est en plus que l'espace offre des choses on pourrait absolument pas connaître la Terre, prendre du recul, faire l'observation de la Terre. Ces choses-là sont essentielles à ce qui nous arrive. Donc, de ce point de vue-là, c'est un domaine qui, de toute façon, est indispensable de garder. Écoute, merci beaucoup William pour ce beau portrait, ton portrait. On va se retrouver tout de suite dans l'émission, donc l'épisode 3 de notre saison 5 de Odyssée, et je vous dis à tout de suite.